Bonjour et bienvenue dans mon tête-à-tête aujourd'hui avec Émilie Vartel, qui est naturopathe et conseillère et formatrice en symptothermie. J'ai voulu faire appel à toi aujourd'hui pour que, tu nous expliques ton parcours, qu'est-ce qui t'anime, et que tu nous éclaires un peu plus sur ce qu'est la naturopathie, s'il te plaît. Comment t'en es arrivée à t'intéresser à la naturopathie? Ben, merci beaucoup Céline déjà de me donner l'occasion de parler de ça. Merci à toi. Je pense qu'à un moment donné de ma vie, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout les rênes et que notamment je comprenais pas du tout comment mon corps fonctionnait. Je me suis sentie très peu responsable finalement de ma vie et heu et là j'ai commencé à cheminer pour essayer de comprendre un peu, ce qui se passait en moi, pour essayer de comprendre en quoi je pouvais être plus responsable de ma santé, mais aussi de mes choix. Ça a vraiment été un cheminement, global, quoi. À cette époque aussi, je commençais mon éveil, sur, tout ce qui se passe dans l'environnement et cetera. Heu, alors l'élément phare, ça a été quand je me suis retrouvée à la COI 11. La COI 11, c'est la Conference of Youth et c'est une conférence, ben, de jeunes du monde entier qui a eu lieu juste avant la COP 21. Ok, Et là, ben, je me retrouve entourée de jeunes, hyper engagés, impliqués dans la transition écologique et cetera. Donc là, je commence déjà à prendre la température de ce qui se passe, pour le monde, quoi, clairement, qui est malade visiblement. Et en fait, j'ai fait le rapprochement avec moi, mon propre écosystème, en fait. d'accord. Et la naturopathie, ça a été, pour moi la porte d'entrée et le départ de la révision de toute mon hygiène de vie. Et la naturopathie, c'est une discipline qui est globale, c'est-à-dire qu'elle va, prendre en compte, le physique, le mental, l'émotionnel, voire même parfois le spirituel. Et c'est en comprenant ça que je me suis dit: «Mais, j'ai envie d'en savoir plus déjà». Donc je l'ai fait égoïstement pour moi, hein. Je suis rentrée en école de naturo pour moi, apprendre à aller mieux et à comprendre mon corps et cetera. Et après, de fil en aiguille, là, ça me semble évident que j'ai envie de partager ça et que ce que moi j'ai compris sur moi, je dis pas que c'est une vérité universelle parce que chacun a sa vérité, qui lui est propre, mais en tout cas, j'ai envie d'amener les personnes à cheminer comme moi j'ai pu le faire il y a quelques années. C'est ça qui m'a amenée à la naturo. Et la naturopathie, c'est quoi? Alors une synthèse des méthodes de santé naturelle, en fait, occidentales. C'est une synthèse des méthodes de santé naturelle occidentales, comme peut l'être, on a la médecine chinoise en Chine, Ouais, c'est une médecine traditionnelle. On a l'Ayurveda en Inde. En Occident, voilà, notre médecine traditionnelle à nous, c'est la naturopathie. Et moi, je la vois vraiment, ben, comme je l'ai visualisée dès le départ, comme une porte d'entrée, donc c'est-à-dire le premier pas pour une meilleure hygiène de vie et pour commencer à comprendre un peu son écosystème, commencer à être attentif à ce qui se passe chez nous personnellement. Ouais. Mm. d'accord, très bien. Et Et t'es venue par la suite à t'intéresser à la symptothermie et au cycle menstruel en général? Ouais, ouais. Alors, c'était pendant mes études en naturo. D'accord. Euh, alors, si je retrace mon parcours, pendant mes études, je suis tombée enceinte. Et, euh, et en fait, moi, mon utérus et en tout cas tout ce coin-là, par là, ça a toujours été quelque chose d'un peu sombre pour moi, où j'ai eu des soucis, j'ai eu des fibromes très jeunes, tu vois. Euh, et en fait, quand j'étais petite, j'ai un de mes ovaires qui est tombé. J'avais à peu près 5 ans, enfin qui est tombé. On appelle ça une hernie de l'ovaire, mais le fait est que il était là, quoi, sur mon bas-ventre. Mon père avait vu une grosse boule et il m'avait dit à l'époque, mais Émilie, t'as avalé une boule de billard ou quoi? Ben ouais, non. Mais du coup, on a filé à l'hôpital. Et puis là, bon, il semblerait qu'il me l'ait remis en place et que voilà, mais dans ma famille, il a toujours été, ou en tout cas, mon père a toujours entretenu cette croyance du fait que, ah, bah, je sais pas si je pourrais avoir des enfants ou pas, tu vois.
Donc déjà, D'accord. ça, cette histoire-là petite, plus les fibromes plus tard. Moi, j'ai pris la pilule de mes 15 à ma vingtaine d'années à peu près. Quand j'ai eu des fibromes, j'étais sous pilule. Du coup, j'ai toujours vu un peu cet endroit-là comme étant une grotte où il y a des toiles d'araignée, où il ne pouvait pas se passer quelque chose de bien lumineux, tu vois. Jusqu'à ce que je rencontre mon compagnon actuel et que au début de notre relation, ben, je tombe enceinte. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, mais ça fonctionne en fait là-dedans. J'ai pas été attentive du tout à ce qui se passait là, mais alors là, pas du tout. Et surtout que je m'en suis aperçue très tard. Donc, j'étais à la limite légale de pouvoir décider de ne pas garder cette grossesse. Et là, ça a fait un déclic. Ça m'a fait un déclic. Mhm. Un déclic pas assez grand quand même pour passer à la symptothermie directement. Je D'accord. connaissais pas encore assez bien, mais j'étais quand même en études de naturopathie, donc j'avais quand même une conscience de mon écosystème, quoi. Donc j'ai tenté le stérilet pendant 6 mois, ça a été un enfer sur terre. J'avais des règles hémorragiques, j'ai eu une infection pendant. Bon, je dis pas forcément que c'est lié, mais bon, quand même, ça m'est jamais arrivé avant. Euh, Et en fait, je finis par aller aux urgences et leur dire de m'enlever ça tout de suite, quoi, parce que j'en pouvais plus, ça me faisait mal, ça me pinçait, même limite, c'était vraiment très difficile pour moi le stérilet. Mhm. Et à partir du moment où je l'ai plus eu, il y a comme un nuage qui s'est enlevé de dessus de ma tête, mais vraiment, j'ai senti comme un soulagement sur tous les plans, quoi, limite, tu vois. Et, euh, et c'est là que je me suis dit que j'avais vraiment envie de m'engager et de m'investir pour comprendre ce qui se passait dans mon corps, tu vois. Mhm. Et c'est là que la symptothermie a représenté la réponse pour moi. Et on s'est formé à deux, donc avec mon compagnon pour pouvoir gérer. C'était aussi pour de la contraception, hein, faut dire ce qu'il y a. C'était pas que pour comprendre ce qui se passait dans mon corps. Et, euh, et donc, du coup, on voulait gérer ça, avoir une gestion de la contraception qui soit mutualisée et pas que je me retrouve seule à avoir cette charge contraceptive. Ouais. Et en fait, ça a tellement été, là encore, comme la naturo, une révélation. Et je me suis dit, mais attends, mais quoi? Je ne savais pas ça de mon corps avant. La première fois, c'était en formation symptothermie avec mon compagnon que je me suis retrouvée dans une photo du col de l'utérus. Et je me suis dit, quoi? Mais comment ça se fait que je ne sais pas à quoi ça ressemble, ni ce que c'est, etc., etc. Et c'est là, de fil en aiguille, que j'ai voulu, moi, à mon tour, encore une fois, partager ça. Parce que pour moi, à partir du moment où tu as un utérus et des ovaires, il faut que tu comprennes comment ton corps fonctionne, quoi. Voilà. Et justement, alors je voudrais aborder deux sujets là qui me semblent intéressants. Un, pourquoi, à ton avis, c'est si important que les personnes comprennent comment leur corps fonctionne? Là, je suis très attachée à la notion d'autonomie. C'est-à-dire que alors là, je tiens à préciser que autonomie, ça ne veut pas dire indépendance, hein. D'ailleurs, là, souvent, je fais le lien entre ces trois mots-là. Moi, mon mot préféré, c'est justement parler d'interdépendance, parce que tout est lié Ouais. et on a tous quelque chose à s'apporter. L'intérêt d'être autonome dans la compréhension de son cycle, je pense que ça nous redonne une certaine forme de responsabilité, surtout. Tout à fait. Euh, et de savoir justement, si on sait ce qui se passe dans son corps, on sait que on prend conscience plus rapidement, ok, là il y a un problème, donc là je devrais aller consulter, tu vois. Et je fais le rapprochement, là on parle de symptothermie, mais je fais le rapprochement avec le self-help, l'auto-observation gynéco, qui est une pratique en groupe où on discute de nos problèmes gynéco, ou en tout cas de nos questionnements, de notre vie sexuelle, etc. Et où on s'auto-observe. Donc, à l'aide de miroirs et de spéculum pour celles et ceux qui veulent regarder. Mais le fait de prendre conscience de ça, ouais, je pense que ça nous permet de plus être complètement détaché de notre corps, quoi. À partir du moment où tu te dis qu'il n'y a que
un médecin ou une sage-femme qui puisse être à même de te dire ce qui se passe là, bon, c'est quand même ton corps à la base. Alors là, je suis pas en train de dire qu'il faut absolument que tu saches poser un diagnostic. On n'est pas formé pour ça, c'est pas notre métier. Et c'est bien là la raison de vivre des médecins, etc. Tu vois. Mais le fait de pouvoir mettre le doigt sur quelque chose qui va pas, c'est quand même de ta responsabilité au départ, tu vois. Donc c'est pour ça que je pense que qu'il faut savoir ce qui se passe dans son corps, quoi. Pour mieux aller consulter derrière au final et pour aussi s'investir dans son corps, quoi. Parce que nombre de personnes que je rencontre en atelier de self-help ou même quand je parle en consultation en naturo, il y a plein de personnes qui ne savent pas comment leur corps fonctionne, qui ne vont pas forcément voir. Alors, je dis pas que c'est un passage obligé, par exemple, d'aller en atelier de self-help et d'aller regarder sa chatte avec un miroir. Je dis pas ça, hein, parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec pour des raisons variées, tu vois, et c'est OK. Mais en tout cas, moi, dans ma vérité, encore une fois, dans mon cheminement, ça a été important. Tout à fait, je te rejoins là-dessus parce que, enfin, moi, quand je vois, moi aussi, ça a été aussi cette démarche-là de, enfin, oui, je peux te dire que, grosso modo, peut-être dans les 35 ans de ma vie, j'ai dû sortir de mon corps parce qu'il me faisait trop mal, quoi, enfin, constamment, émotionnellement et physiquement. Donc, du coup, je crois que c'est là où j'ai mis pas mal de barrières pour me protéger, en fait. Et que c'est aussi à travers. Alors, moi, j'ai refait cette découverte-là à travers la symptothermie aussi, dans cette, cette réappropriation du corps, de la connaissance et de me dire, mais. Et de quand j'ai fait la liaison aussi entre le physique, ce qui était censé se passer, on va dire, physiquement, hormonalement parlant, et l'état émotionnel que je vivais parallèlement, en fait. Et c'est aujourd'hui, là, quand je fais ce lien-là, en fait, entre les deux, que j'ai l'impression que ça me donne, tu vois, une perspective plus grande de moi-même, pour avoir une meilleure compréhension et analyse de ce que je traverse, en fait. Une Et du coup, autonomie, quoi. bah, c'est ça. Une autonomie, ouais, une autonomie et une connaissance, une meilleure connaissance de moi-même de plus en plus fine dans cette reliance, mais dans cette reliance à l'utérus quelque part, tu vois. Parce que je le sens de plus en plus, tu vois, alors que tu sais, même il y a encore 2 ans ou 3 ans, tu me parlais de l'utérus. Pareil, c'est un truc, ouais, je sais que ça existe, mais enfin bon, ça me concerne pas, quoi. Ouais. Je sais à peu près où ça se trouve, mais Ouais. je me sens pas concernée, quoi. Et donc, c'est vrai que dans Ça, ce c'est vrai, pas c'est dingue. concerné. Pardon? Et tu vois, c'est dingue, ça. On n'investit pas son utérus à moins à moins d'avoir des enfants, C'est ça. alors que, enfin, ça a bien plus de place que ça, finalement. Bah, tout à fait. Enfin, et je veux dire, c'est que quand, enfin, voilà, quand on fait cette, enfin, ouais, quand je sais pas, quand on prend conscience à un moment que voilà, connaître son cycle, connaître son corps, comment ça fonctionne et comment t'expliques ces bouleversements physiques et émotionnels au jour le jour. C'est là où tu dis, ah, mais en fait, ok, donc je comprends mieux, enfin, c'est logique ou pas logique, du coup, et du coup, Du coup, comment t'adapter, quoi. c'est ça. Du coup, de devenir actrice de toi-même, d'être responsable, de redevenir autonome, de mieux te comprendre. Et après, ben, pareil, de décider d'agir et non plus de réagir à chaque fois que tu as quelque chose ou un autre événement extérieur qui s'impose à toi, quoi. Complètement. Donc, ouais, là-dessus, c'est super intéressant. Et moi, je voulais aussi revenir avec toi, juste pour avoir le point de vue, puisque tu m'as dit que vous étiez formé en couple à la symptothermie. Est-ce que là, tu peux juste nous dire si aujourd'hui, quelle est la place ou le rôle de ton partenaire dans ce suivi au jour le jour de la symptothermie? Ouais. Alors, c'est une danse, hein. Et dans une danse, des fois, il peut y arriver de faire un pas un petit peu trop de côté ou quoi. Enfin, j'entends par là qu'on est toujours. Enfin, la mer n'est pas calme à chaque fois. Donc, il y a des fois où, quand même, mine de rien, je reprends toute la charge. C'est-à-dire que je vais me souvenir, il faut que je prenne ma température, là, machin. Là, il faut que je note, etc. Mais en fait, ce qu'il y a d'intéressant quand on est... Alors là, je tiens à préciser aussi que quand on est dans un couple hétéro, on aura peut-être l'occasion de reparler de sexualité après, mais en tout cas, dans ce cas-là,
moi, j'estime que le partenaire est le garant de la sécurité pendant la période fertile. D'accord. Parce que pendant la période fertile, moi, je vais avoir des oestrogènes en pic comme ça, une testostérone comme ça. Donc, c'est OK, on fait l'amour tout de suite, quoi. Et justement, si moi, j'arrive pas à gérer ça, lui, étant donné qu'il connaît, il sait dans quelle phase je suis exactement, j'estime que c'est à lui, du coup, de gérer ça. Et ça tombe bien qu'on parle de ça aussi parce que c'est une question à laquelle je suis souvent confrontée dans les accompagnements en symptothermie. C'est pendant la période fertile, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Et en fait, là, je me suis rendu compte que déjà, la sexualité, on va dire, la plus répandue, elle est hyper phallocentrée, quoi. Totalement. Donc, Une ça veut dire que les pénétration gens... vaginale aussi. Hein. Comment? Phallocentré sur le vagin. Ouais, exactement. C'est-à-dire que les gens ne savent pas faire l'amour autrement qu'en faisant un coït, quoi. C'est ça. Et c'est là aussi la force de... je parle là encore des couples hétéros dans la majorité, hein, mais la force de la symptothermie, du coup, pour cette configuration-là, c'est de remettre tout ça en question, Mm-mm. du coup, de pouvoir accéder, de pouvoir réfléchir au moins à un autre type de sexualité qui est plus grand déjà, qui est plus conscient aussi. Et en ça, clairement, moi, je pense que la symptothermie, elle a fait évoluer notre couple par rapport à ça, tu vois. Mm. Donc ça, c'est un point. La sexualité, c'est un point. Après, il peut m'arriver en début de cycle de zapouiller un peu le premier jour où je dois prendre ma température. Et c'est lui qui va me le rappeler parce que lui, il le sait, tu vois. Mm. Et lui, il n'y a pas que moi qui a un regard sur mon graphique. Des fois, je lui dis la température le matin, c'est lui qui va la noter. Ou, tu vois. Et il remarque aussi les changements de glaire. Ah ouais. Ouais. Bien. Donc à deux, c'est intéressant parce qu'on se sent. Enfin, là encore, j'insiste là-dessus, ça dépend vraiment de la configuration et du pourquoi est-ce qu'on s'est adressé à symptothermie. Et moi, j'utilise dans ce cadre-là, mais euh, pour moi, et je pense que c'est une question que tu allais éventuellement me poser, la symptothermie, c'est avant tout une méthode d'observation, donc de compréhension de son cycle. Moi, Mhm. je le vois comme une méthode d'empowerment à fond, quoi. Totalement. Et, Est-ce que et à tu fond peux... et avant tout, quoi. Avant même de parler Parce que moi, le mot fertilité, et j'en parle dans un article que j'ai publié il n'y a pas longtemps sur l'écologie fertile, c'est les mots que j'utilise pour parler de mon activité globale. D'accord. Euh, Moi, j'aimerais bien enlever au mot fertilité sa charge reproductive, en fait. Tout à fait. Mais ça, c'est un grand sujet parce que je pense on pourrait en parler des heures, tu vois. Je sais pas si on peut trop développer, je pense pas, mais il y a quand même beaucoup d'injonctions pour une femme cisgenre dans un couple hétéro de devoir faire un enfant. En fait, non, pas forcément. Il n'y a pas que des enfants à créer. Notre cycle menstruel, en plus, on est cyclique pour pouvoir faire aboutir aussi des projets, tu vois. Et ces projets-là ne sont pas forcément que des enfants. Tout à fait. Ça me tient à cœur quand même de le dire parce que j'accompagne pas que des personnes en recherche de contraception naturelle ou qui cherchent à favoriser une grossesse. J'accompagne aussi des personnes qui sont pas forcément cisgenres et qui veulent juste apprendre à comprendre comment fonctionnent leurs hormones, leur corps, etc., quoi. Même si j'étais consciente, tu vois, mais le poids du mot fertilité, comme il est lourd en fait, il est lourd dans l'inconscient. Et là, notamment, enfin, ces dernières semaines, j'en ai pris d'autant plus conscience par rapport à moi aussi, par rapport aux mots que je mettais, l'interprétation personnelle que je mettais derrière et deux, trois événements. Mais ouais, mais c'est marrant comme en fait, ouais, on associe ce mot fertilité essentiellement voilà, que en désir d'enfant ou en recherche de grossesse. Euh, mais ouais, comment tu utilises ta fertilité ou comment tu rends fertile tes projets aussi, quoi. Ça, c'est mes derniers cheminements ces derniers temps.
Ah ouais, je te rejoins à 100% là-dessus, quoi. En fait, je m'aperçois aussi que ça va avec l'évolution personnelle, tu vois. Tu dis à chaque étape de la vie, tu dis, ouais, tu sais, quand ça fait un moment que tu es en couple, tu crois toujours qu'au bout d'un moment, la prochaine étape, c'est forcément un enfant, quoi. Parce qu'en fait, tu dis, bah, si on fait pas d'enfant, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ou comment on évolue, ou comment on continue la vie à deux, le but, le projet du couple, ou tu vois, ou qu'est-ce qu'on fait d'autre? Et en fait, ouais, je sais pas, ces dernières semaines, ça a pas mal travaillé et je me suis dit, en fait, je sais pas si on se pose vraiment Les bonnes questions quand on a des envies. les bonnes questions et surtout le fait est que, alors moi je dirais de se poser la question à l'inverse, de se dire, tu vois, quand on peut ressentir ce désir d'enfant, est-ce que c'est vraiment d'un enfant que je désire? Ah ouais, ouais. Ou est-ce que c'est pas autre chose? Et c'est là aussi où pareil, enfin moi pour pareil, enfin j'ai été mariée 10 ans et cette notion ou cette sensation d'avoir envie d'enfant, ça m'est arrivé 2 fois. Et, et bon, tout en étant hyper consciente que les fois où j'ai ressenti cette envie, je me suis dit, c'est peut-être pas la meilleure période du couple pour avoir un enfant, on va dire. Et c'est là que je pensais bien, c'était, tu vois, le style, on va dire, l'enfance paradra, c'est pour histoire de essayer d'arranger quelque chose dans le couple, quoi. Tu dis, ça va aller mieux après, mais j'étais consciente de ça, hein. Ça, c'était la première fois. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le haut là. Et la deuxième fois où Bravo, ça m'est bravo, il y a un arrivé, ouais, après, je sais pas, hein. La deuxième fois où ça m'est arrivé, pareil. Alors, sur le coup, mais ça, en plus, c'était hyper fort comme sensation interne, tu vois. Je sentais vraiment que ça venait de mes tripes, quoi. Un truc vachement plus fort que moi, mon envie, ma conscience, quoi. Mais il m'a fallu encore aussi quelques mois pour réaliser que c'était pas ça. Et que par contre, c'était un désir de naître à moi-même. Waouh! Et c'est vraiment, mais vraiment, tu vois, j'ai quand même cheminé sur plusieurs mois et c'est que je me suis rendu compte que je projetais sur lui celle que je voulais être ou comment je voulais être, tu vois, dans les mois à venir, ce que je voulais devenir. Et voilà, dans ce poids de l'inconscient ou l'interprétation banale que l'on peut faire de ses ressentis, j'avais interprété, ah ouais, bah c'est bon, maintenant c'est reparti, tout va bien, bah viens, on fait, alors que j'étais en reconversion, pareil, j'avais d'autres projets. Allez, viens, on fait un bébé maintenant, histoire que Ouais, tu vois, c'est trop pas le moment, mais allez! ça me sabote un petit peu personnellement, tu vois. Et en fait, c'est vraiment là où moi j'ai fait ce lien, voilà, avec ce désir intrinsèque que l'on colle systématiquement au désir d'enfant, mais qui est en fait un désir et un besoin de se réaliser soi-même. Même Hmm. si alors j'exclus pas dans ce que je suis en train de dire que, bien sûr, quand il y a quand il y a un désir d'enfant et qu'on veut vraiment un enfant, bien sûr que je pense aussi que c'est une voie de réalisation de soi aussi. Mais je pense que c'est une autre expérience mais voilà. Ouais, après, on n'est pas tous venus pour expérimenter la même chose de la même façon, tu vois. Donc là, dans la majorité, ça se passe comme ça, mais enfin, je pense que tout est juste et que même si un enfant arrive alors que, ok, c'était pas prévu ou quoi, enfin, il y a toujours un. Moi, je crois qu'il y a des choses des fois qui sont un peu, qui sont pas à notre portée pour qu'on puisse les comprendre maintenant, mais que. Tout à Mais fait. du coup, quand je t'entends dire ça, moi, je me demande, la question que je me pose, c'est comment regagner un peu, justement, on parle d'autonomie, etc. Euh, mais comment être en mesure de faire la différence, du coup, entre les deux? Euh, C'est justement, j'essayais de réfléchir à ça ces derniers temps, tu vois. Est-ce qu'il y a des étapes, est-ce qu'il y a des façons de faire? Moi, de mon point de vue actuel, je pense que c'est vraiment ça, être conscient, tu vois. Vraiment d'être limite, enfin, c'est pas clairvoyant, mais de pas, en fait, t'en reviens à pas te mentir, quoi. Et c'est ça aussi, moi, que j'ai réalisé avec la symptothermie, c'est ça, quoi. C'est que quand tu es en train de faire tes observations, la façon dont tu vas interpréter,
va révéler si tu as envie de te mentir à toi-même ou pas. C'est hyper intéressant ce que tu dis, ouais. Du style, tu vois, comment est-ce que, on va surtout parler encore, on parle toujours toujours dans, on va dire, dans une utilisation à but contraceptive et dans une façon de fermer la fenêtre de fertilité. On est OK là-dessus, sur cette façon de procéder-là. Mais je me suis aperçue que je commençais à faire ça, notamment même quand j'étais pas en couple, tu vois, dans mes périodes de célibat, et comment en fait j'avais envie de clôturer cette fenêtre de fertilité et en fait de m'avouer inconsciemment que j'étais passée à l'ovulation, tu vois, que l'ovulation était passée, ça y est, je passe à une étape prochaine en fait. Et c'est ça. Et encore une fois, je me dis, bah en fait, pourtant même s'il n'y a pas de risque, que même si là où tu vois j'avais pas envie de tomber enceinte, même s'il n'y a pas de risque là-dessus, pourquoi j'ai envie de terminer aussi rapidement cette phase-là, tu vois. Et je pense que pareil, tu mets ça en lien avec cette conscience de toi-même, dans quelle étape de ta vie tu es, dans quelle étape du cycle, dans quelle phase du cycle tu es, qui te fait te réaliser aussi à quelle étape du projet t'en es personnel, tu vois, celui que tu es en train de réaliser professionnellement ou personnellement, sur lequel tu es en train de travailler. Tu arrives à essayer d'avancer encore une étape. Parce que pour moi, aujourd'hui, l'ovulation, c'est ça, en fait. C'est aussi une façon de mettre au monde. C'est une première mise au monde d'un projet qui va, de mise au monde, de passer à la matérialisation d'une certaine chose. Et je trouvais ça marrant comment des fois tu peux te dire ah ça y est c'est bon, même si c'est peut-être pas totalement fini, j'ai juste envie d'avancer et de me dire que ça y est j'ai passé cette étape là en fait. Ouais, c'est la magie du cycle quoi. Il y a des différentes étapes qu'on passe pendant le cycle qui nous permettent d'avoir des énergies différentes et d'accomplir ou plutôt d'être dans le repos, etc. Et au final, moi je trouve que c'est une belle ressource pour pouvoir. Moi, le cycle, je le vois vraiment comme un curseur dans notre vie qui nous permet de nous positionner, qui nous permet de créer. Mais ouais, j'aime bien vraiment le mot curseur, quoi. Parce qu'à partir du moment où tu te connectes, où tu sais le lire plus ou moins, etc., il te permet vraiment de diriger ton énergie, donc de t'économiser aussi d'une certaine façon, parce qu'à force d'aller à un contre-courant, parfois ça peut être un peu fatigant, quoi. Totalement. Mais ouais, je te rejoins là-dessus, ouais, complètement. Non, mais c'est aussi très parlant, justement pour celles qui sont en couple et qui en fait s'arranger avec les règles de la symptothermie, c'est aussi pour moi ça révèle un désir inconscient d'enfant en fait. Et là quand tu commences à interpréter et à te dire ouais c'est bon, c'est fini, je peux fermer, tu dis Je peux ouais. fermer ma fenêtre alors qu'en fait je suis pas du tout à 3 températures hautes ou quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, c'est hyper révélateur. Ça révèle l'inconscient, quoi, ce qu'on en fait de cet outil-là. Tout à fait. Et donc, du coup, c'est là où moi, j'adore cette idée de un outil qui te révèle à toi-même, qui te met face à toi-même aussi, j'ai envie de te dire. Et qui est un miroir. C'est aussi, moi, je l'appelle le miroir de ton cycle, le miroir émotionnel et le miroir inconscient de ce qui est en train de se passer dans ta vie avec toi-même. C'est un super outil de développement personnel, hein. À fond. Ouais, je devrais dire ça plutôt que de parler de contraception ou quoi. Parce que vraiment, moi, j'insiste là-dessus, tu vois. Clairement, mais je le dis, hein, moi, mon but premier, c'est pas d'accompagner pour la contraception ou pour la grossesse, c'est vraiment pour ça, quoi. Pour le développement personnel, pour conscientiser ce qui se passe dans son corps, quoi. Clairement, c'est un outil précieux pour devenir autonome, quoi. Quoi pour toi c'est important justement de diffuser la symptothermie je sais pas, je vais dire aux personnes non hétérosexuelles? Là encore, je le fais aussi égoïstement. Je ne sais pas si je peux dire ça à 100%, mais ça me fait penser là ce que tu me dis que par exemple dans mon module 1 en sympto,
Tu sais, on montre l'anatomie, ok, l'utérus il est comme ça, il est situé là, etc., etc. Et moi, je mets une diapo sur les différents types d'utérus qui existent. Donc, tu as les bicornes, les unicornes, tu en as plein de différents. Il y en a où il y en a juste pas, où il y a des ovaires, mais il n'y a pas d'utérus, pas de vagin, tu vois. Ouais. Et ça, c'est le signe de la diversité utérine. Et en fait, moi, étant donné que je suis pansexuelle, pour moi, c'est important que cet outil-là, qui à la base est catho-hétéro, quoi, hein, la symptose, c'est la réponse de l'église catho à l'arrivée de la pilule, on est d'accord? Ouais. Donc pour moi, c'est important de me réapproprier cet outil-là pour le diffuser à toutes les diversités de genre ou de sexualité, tu vois. D'autant plus étant donné que moi-même, je suis pansexuelle, je ne me vois pas ne parler de la symptothermie qu'à des personnes hétéros dans un but reproductif, surtout si moi, derrière, j'ai une définition de la fertilité qui est un peu plus large que juste celle qui est reproductive, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment pour tout le monde d'être autonome, hein. Je me répète un peu, mais c'est important que cet outil-là, il ne soit pas hétéronormé, tu vois. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous définir la pansexualité pour ceux qui savent pas? Ouais. Alors pour moi, hein, je sais pas s'il y a trop des querelles dans le milieu queer vis-à-vis de ça, mais pour moi, la pansexualité, c'est ne pas être attiré par un genre ou par un autre, ne pas faire de différence entre les genres. Et moi, typiquement, dans ma vie personnelle, je n'ai jamais fait de différence entre aucun genre. C'est l'amour suprême. Attends, là je dis ça, mais c'est important aussi de dire que c'est pas parce on se dit d'une telle ou d'une autre sexualité qu'il faut fantasmer une sexualité débridée ou tu vois des trucs comme ça. J'ai entendu ça souvent. C'était souvent lié, ok, dans tel et tel milieu, c'est une sexualité qui est qui est débridée, qui est un peu sursexualisée, tu vois. Et je me bats un peu contre ça parce que c'est pas vrai, quoi. Enfin, et puis notamment dans les milieux hétéros aussi, il y a beaucoup de sursexualité. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, mais il y a pas de. Il faut pas se faire d'a priori sur ce genre de mots et ce genre de sexualité, quoi. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi la naturopathie peut être, tu fais le lien avec la symptothermie ou en quoi elle peut être aidante par rapport à la symptothermie ou on va dire, par rapport au cycle menstruel? C'est une super question. Et là, je pense que je peux aborder où est-ce que je vois l'interdépendance dans mes activités. Parce que Ouais. du coup, la symptothermie, donc que je vois comme un outil pour mettre en relief nos fonctionnements menstruels. La naturopathie, elle vient par-dessus pour harmoniser ce qui doit être harmonisé. En naturopathie, les 3 techniques principales, c'est l'alimentation, l'hygiène psycho-émotionnelle et l'hygiène des émonctoires. Les émonctoires, ce sont les filtres du corps. Donc rein, peau, foie, poumons, intestins. L'hygiène des émonctoires par l'exercice physique, du coup. D'accord. Je dis pas sport parce que bon, je pense que ça va faire peur à certaines, mais c'est vraiment l'idée du mouvement, voilà. Le mouvement qui va permettre la circulation et donc du coup le fonctionnement des émonctoires, quoi. Quel que soit le trouble qu'on va constater sur le cycle, la naturopathie va permettre de mettre le doigt sur la cause du trouble permettre, avec tous les outils dont on dispose en naturopathie, donc là j'en ai cité 3, mais il y en a plein d'autres. Souvent on me dit, quand je dis je suis naturopathe, on me dit « Ah oui, le truc avec les plantes là !» Non, la phyto par exemple, c'est la phyto, l'aroma, etc. C'est une des 10 techniques à laquelle on peut faire appel en naturopathie, mais il y a plusieurs méthodes, il y en a une dizaine en tout. Est-ce que tu pourrais nous en dire d'autres que naturo, aromathérapie,
plantes, il reste quoi? Ouais, il y a l'utilisation de l'eau, D'accord. l'utilisation du soleil, donc des UV, des couleurs, la chromatothérapie. Ça va aussi sur le magnétisme, évidemment. Ok. Des techniques plutôt énergétiques, tu vois. Donc vraiment le panel, un ou une praticienne en naturopathie, il va utiliser les outils avec lesquels il est le plus à l'aise et avec lesquels il préfère pratiquer, quoi. Ok. Parce qu'en école de naturo, on est initié à toutes les pratiques, à différents types de massages. C'est vraiment une école des études où on t'initie à toutes les techniques de santé naturelle. Hmm. Après, toi, tu fais le choix de te spécialiser avec tel ou tel outil, tu vois. Et toi, tu as une spécialisation du coup? Ouais, alors moi, du coup, là, je me suis formée encore ensuite en nutrithérapie. Et la nutrithérapie, c'est la médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Donc là, c'est plus axé micronutrition, tu vois. Donc D'accord. là, on va vraiment chercher biochimiquement le trajet, le trajet des fois patho, pour comprendre ce qui se passe déjà à la base et pour pouvoir y remédier avec les nutriments qui correspondent, tu vois. Waouh. Et là, pour le cycle, c'est hyper intéressant parce que notamment pour la pilule, par exemple, Ouais. j'ai pris ça, c'est le premier qui m'est venu pour le cycle, hein, désolée. Je ne suis pas contre, mais je pense que c'est important d'être informé avant tout sur l'impact. Il y a ma chatte qui vient d'ouvrir la porte toute seule, je ne sais pas comment elle vient de faire. C'est important de mesurer l'impact. L'impact, c'est un médicament hein, quand même, la pilule. Hein. Donc la pilule, elle a un gros facteur anti-nutritionnel, notamment de vitamine C, de vitamine B6, de magnésium. Donc, quand on a des années de pilules et qu'on et qu'on et qu'on gère pas cette carence-là, on va se taper un syndrome post-pilule gigantesque, tu vois. Donc là, ça va être intéressant d'aller avec la naturopathie, de voir concrètement où est la cause, Ouais. avec du coup une alimentation plus adaptée, avec aussi une gestion du stress plus adaptée, parce que le stress, ça, ça a un impact hormonal concret dans le corps. Donc, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut savoir gérer le stress. C'est clairement parce que c'est palpable dans le corps, c'est palpable dans les cellules. Il y a vraiment un trajet chimique Hmm. qui a un impact. Et donc, on va gérer ça en naturopathie aussi. Et en nutrithérapie, on va vraiment voir biochimiquement quels sont les besoins et comment améliorer l'état physique général, quoi. Là, tu nous parles de biochimie. Est-ce qu'il faut faire des analyses? Ou c'est toi qui vois Eh ça? ben, tu vois, là, moi, je trouve que c'est hyper intéressant, notamment en sortie de post-pilule, d'évaluer quels sont ses statuts en vitamine D, quel est son statut hormonal tout court, tu vois, hormones oestrogènes, progestérone, testostérone. Où est-ce que j'en suis là, tu vois, pour histoire de savoir simplement où est-ce qu'on en est, de savoir exactement comment on va supplémenter, parce que proposer une complémentation à quelqu'un uniquement basée sur de la clinique, bon, pourquoi pas, mais quand c'est basé sur des examens biologiques concrets, là, c'est encore mieux. Après, évidemment, ça, c'est des choses qui sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Ici, on aime bien d'attendre de tomber malade avant de faire appel vraiment à des médicaments hyper forts. Mais pour moi, rien. Et c'est le principe de la naturopathie, c'est de la prévention santé. Nous, on fait pas le travail d'un médecin. On fait le travail qu'il n'a pas le temps de faire finalement. Ouais. Parce que nous, on regarde en amont comment est l'hygiène de vie, tu vois. J'aimerais bien qu'on termine là-dessus. Qu'est-ce que tu recommanderais quand on est justement, on est en transition post-pilule, post-hormone chimique, on souhaite se diriger vers la symptothermie. Qu'est-ce que toi tu recommandes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. La première chose à faire, tu vois, je viens de dire que la pilule, c'est malheureusement un facteur anti-nutritionnel. Il faut réapprovisionner les nutriments. Donc là, il faut viser en alimentation une densité nutritionnelle qui soit vraiment optimale, quoi. Donc, donc Ça ça, veut c'est dire quoi en fait?
Eh ben, concrètement, de manger de la nourriture qui soit pas surtransformée, industrielle. Le but des industriels, c'est pas de te nourrir, hein, c'est de faire de l'argent. Donc, il va mettre les trucs qu'il faut dans son produit pour que tu puisses y revenir. Donc, typiquement du sucre, du glutamate, du sel pour développer, tu vois, ton appétence ou ton goût. Il y a un goût de reviens-y, tu vois. Sauf que là encore, ça a des facteurs antinutritionnels. Il n'y a aucun nutriment là-dedans. Une alimentation aussi qui est surcuite, forcément, elle va avoir moins de vitamines, moins de minéraux que si tu n'avais 0% de cru dans ton alimentation. Ouais. Les modes de cuisson jouent aussi. Enfin, là, je viens de le dire, la surcuisson, par exemple. Donc, ouais, en naturopathie, on revoit déjà l'alimentation de manière globale de façon à t'assurer, voilà, cette fameuse densité nutritionnelle. D'accord. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, je dirais que c'est bien de remettre à plat le pourquoi est-ce qu'on a pris la pilule à la base, si ce n'est pas une raison uniquement contraceptive, c'est-à-dire de remettre le doigt sur le déséquilibre hormonal de base pour pouvoir remonter à la cause et essayer de régler la cause, quoi, et de pas mettre un pansement pilule dessus en attendant qu'on n'ait plus de cycle et qu'on ait 40 ans, quoi, tu vois. Ensuite, il faut détoxer le foie pour moi, si la vitalité des personnes est suffisante. Le foie, ça va être le foie, il a pléthore de fonctions. Le foie, c'est l'organe burn-out limite, je peux dire. Il y a tellement de choses à faire dans le corps, quoi. Mais surtout, une de ses fonctions principales, ça va être de détoxer les hormones. Les hormones qui ne nous servent plus, qu'on a déjà utilisées pendant le cycle. Et j'avais un de mes formateurs en école qui appelait ça les hormones cougar. Bon, moi j'ai trouvé ça drôle. Mais c'était pas du goût de tout le monde, mais moi je trouve ça rigolo comme image. Donc le foie, son rôle, ça va être voilà, de détoxer ces hormones qui ne sont plus utilisables. Ensuite, ça passe dans l'intestin. Et là, c'est hyper intéressant aussi de savoir que si on est constipé et qu'on va pas chier ces hormones, elles vont rester dans l'intestin et que du coup, elles vont rester elles vont rester dans la circulation, tu vois. Donc c'est à nous, les femmes entre guillemets, qu'on dit de pas aller chier et de faire les princesses, mais c'est nous qui en avons le plus besoin, tu vois. Donc bon, pour revenir au foie, ça va être intéressant aussi de l'aider à se régénérer, d'en prendre soin avec une bouillotte chaude pour l'aider à bosser, avec des tisanes de plantes amères. Ça, c'est 2-3 tips, tu vois. Mais évidemment, pour le cas par cas, il va falloir voir si la vitalité de la personne est disponible pour pouvoir faire ce travail-là. C'est pour ça qu'en naturo, c'est hyper personnalisé et qu'on ne peut pas proposer des détox comme ça à tout le monde et que des fois, il faut justement réapprovisionner les nutriments avant même de fouetter le foie et de lui demander un effort supplémentaire. D'accord. Et ensuite, c'est de la réparation métabolique parce que dans le corps, qu'est-ce qui produit les hormones? Ça se passe dans la mitochondrie. Dans la mitochondrie, c'est un organisme dans la cellule qui fait de l'énergie. Sans elle, pas d'énergie. Et c'est aussi là que sont créées les hormones. Donc, si on est fatigué, on peut ne pas faire d'hormones et on peut, par exemple, être en aménorrhée, tu vois. Donc, ça va être intéressant aussi vraiment de recharger la personne, de réparer le métabolisme s'il y a besoin et surtout de réparer l'intestin. De façon à ce qu'il fasse bien son travail de barrière, quoi. De barrière et d'évacuation. Donc, tu vois, ça fait déjà quand même pas mal de boulot à faire. Je pense que ça répond concrètement à ta question de comment la naturopathie et la nutrithérapie peuvent aider à améliorer l'équilibre hormonal. Quand est-ce que c'est mieux de prendre rendez-vous? Juste quand on vient de terminer ces hormones chimiques ou attendre, tu vois, le premier mois, je sais pas, pour commencer à regarder comment ça se passe? C'est bien de venir même si on n'a pas encore commencé à arrêter, hein, tu vois. D'accord. Mais même si on veut pas arrêter, je tiens vraiment à dire que je suis pas là en train de dire stop à la pilule, tu vois. Je pense qu'il faut être informé des effets de la pilule et du coup, si on la prend, de consulter un ou une naturopathe qui va être à même de te dire comment accompagner
d'arrêter, tu peux venir avant d'avoir arrêté pour justement initier une hygiène de vie qui t'aide à la transition. Et puis, si ça fait déjà quelques mois que tu as arrêté, il n'est jamais trop tard pour aider ton corps à gérer ça. Hein. Mais surtout qu'en post-pilule, on le dit en symptômes qu'en général, c'est 1 mois par année de pilule le temps que ton cycle met à se remettre en place. Donc, bon, tu peux venir même plusieurs mois après. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Quand on a des déséquilibres hormonaux, il faut arrêter de penser que oestrogène et progestérone. Parce que y a un équilibre hormonal, une espèce de pyramide d'équilibre hormonal. Et en fait, toutes nos glandes sont concernées. Il faut voir les hormones comme une symphonie. Et du coup, si tu en as une qui part en cacahuète, ça fout le brin dans toutes les autres. Donc tout ça, tu vois, ça encore, c'est interdépendant en fait. Totalement. Donc là encore, ça va être intéressant d'aller investiguer et d'aller voir si au niveau de la thyroïde, ça se passe bien, si au niveau des surrénales, les surrénales qui gèrent l'hormone du stress, le cortisol, si ça se passe bien aussi, d'aller voir au niveau de l'insuline aussi. Par exemple, on sait que le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, ça peut être un signe d'hyperinsulinisme, tu vois. Donc, il faut vraiment aller checker dans tout l'écosystème, encore une fois, un néo préféré, voir si ça se passe bien pour pouvoir savoir viser juste dans l'accompagnement thérapeutique après. Un grand merci à toi. Merci. J'espère que vous avez trouvé plein d'infos utiles et que vous saurez vous en servir. Je mettrai bien sûr toute ton actu et les liens pour joindre Émilie Wartel en bas de la vidéo. Et qui, je pense, sera ravie de vous accompagner prochainement. Avec Merci plaisir. à toi, Émilie. À très bientôt. Merci. À très vite. À Bisous.